Bien sûr, cette magnifique chanson de Brel, c'était pour faire plaisir à Magali, qui nous avait envoyé un SMS. Mais là, on a Marine qui est en direct avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe et Fabien. Et alors, votre chanson, c'est quoi votre chanson d'amour préférée? Alors, moi, la chanson d'amour que j'aime beaucoup, c'est Requiem pour un fou, interprétée par Johnny et Lara Fabian. Je trouve que cette version est vraiment prenante, quoi. Voilà. Et c'est un chef-d'œuvre, absolument. C'est un chef-d'œuvre qui date de 1975, qui fera un tube exceptionnel de Johnny, parce que c'est la première fois qu'on interpellait comme ça, pratiquement dans une mise à mort, dans une exécution, finalement un chagrin d'amour et une provocation incroyable. Et Johnny Hallyday en vendra plus de 500 000 exemplaires. Et cette chanson avait été composée, pas pour Johnny au départ. Pour qui? Très curieusement, pour un autre artiste dont on a même perdu le nom, parce qu'en fait, finalement, il ne l'a jamais chanté. Et puis l'opportunité s'est faite avec le frère de Sylvie Vartan, qui est Eddie Vartan, qui cherchait des chansons et pour sa sœur Sylvie et pour Johnny. Et il est tombé sur cette chanson et puis il a dit bon, on va te la faire faire Johnny, et puis c'est bien parti et d'un seul coup ça a démarré à 500 000 exemplaires immédiatement. Johnny était un très très gros vendeur de disques. Je rappelle qu'il a quand même vendu plus de 110 millions de disques en 57 ans de carrière, interprétant 1363 chansons. Donc voilà, et c'est une chanson, et elle a raison de parler, notre auditrice, de la version en duo au Stade de France avec Lara Fabian, parce que personne n'a oublié cette interprétation magistrale d'une Lara Fabian sublime. On écoute un petit bout, puis après vous nous direz à quel mot ça vous fait penser, Marine. Que pour la garder, je l'ai tué pour qu'un grand amour, vive toujours. Il faut qu'il meure, oui qu'il meure d'amour. Marine, ça vous émeut, j'imagine, d'en entendre un petit extrait. Et justement, Christophe va vous parler de votre mission de vie. Alors, Marine, on va rentrer dans le dispositif. Vous êtes prête? On va faire un petit jeu mélothérapeutique. Vous êtes prête? Oui. Alors, évidemment, cette chanson, comme l'a dit Fabien et Brigitte le sait aussi, ça parle quand même d'un meurtre passionnel. C'est un homme qui tue une femme quand même, mais par amour. Pour autant, je vais vous demander à quel thème positif, je dis bien positif, Marine, en un mot, cette chanson vous fait-elle penser? L'éternité. L'éternité vous fait penser à quoi comme qualificatif, en un mot? Une sorte de stabilité? Quelque chose qui dure. Oui, c'est ça, quelque chose qui dure. L'éternité, c'est l'éternité, Christophe. Oui, mais là, moi, il faut que je fasse une association jungienne, Brigitte, parce que comme qualificatif, l'éternité, ça ne peut pas rentrer. Mais quelque chose qui dure pour toujours, ça c'est un qualificatif. On est d'accord, Marine? Oui, durable. Voilà, oui. Durable. Là, durable, je suis d'accord. Est-ce que l'infini, ça ne serait pas plus proche de Oui, de mais cette notion c'est pas un qualificatif. Il faut qu'elle nous donne. Et là, par contre, on peut commencer à jouer, Brigitte. D'accord, bon, je vous laisse. Alors, par contre, vous allez nous donner un chiffre entre 1 et 13 maintenant, Marine. Le 1. Le combien? 1. Le 1. Ah, vous aussi le 1, d'accord. Eh bien ça, vous êtes quelqu'un, alors vous allez me dire si ça tombe juste à Marine, vous êtes quelqu'un qui, lorsque vous vous engagez dans quelque chose, que vous amenez aux humains qui vous entourent et dans lesquels vous êtes, vous savez que je suis le fondateur de la haute qualité relationnelle, dans une relation qui est en famille, en amour, au travail, vous êtes stable et durable. Ça tombe juste? Vous restez vous êtes quelqu'un qui avait de la suite dans les idées. Ça tombe juste ou pas? Oui, j'essaye de poursuivre quand j'entame quelque chose. Oui, de mener à bien. Pour l'éternité. Et un jour, comme on a dit le titre du film. Eh ben, en tout cas, bravo Marine, vous voyez que ça tombe juste, avec le travail de la mélothérapie. Donc bravo, vous êtes quelqu'un de stable et vous allez jusqu'au bout des choses. Oui, j'essaye. Alors pas tout le temps à 100%, mais j'essaye de m'y tenir. D'où l'éternité, Brigitte. Voilà. D'où l'éternité. Eh ben merci Marine, en tout cas, d'avoir joué avec nous. Alors, on va revenir sur ces chansons qui ont été quand même des chansons qui ont marqué. Est-ce que vous parliez, quand on a préparé l'émission, Fabien Leclerc, vous parliez aussi de Au clair de la lune, qui serait la première chanson coquine, mais alors, ça remonte à la nuit des temps, ça. On va dire Moyen-Âge. À peu près, c'est le Moyen-Âge. Au départ, c'était pas une chanson enfantine, Au clair de la lune, c'était une chanson coquine.
qu'on chantait souvent sous les ponts. Et à partir du XVIIIe siècle, et en fait le texte c'était au clair de la lune, prête-moi mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Alors c'était prête-moi ta lune. Ça voulait dire que tu avais envie de faire l'amour avec quelqu'un, c'était ça en fait par définition. Et puis fallait se battre un briquet dans la chanson. Battre un briquet, c'est faire l'amour avec quelqu'un. Par définition. Mais tout ça, c'était le langage, l'argot du Moyen-Âge. L'argot de la rue, en fait, vraiment. Et donc, c'était une chanson très audacieuse. Et personne... et elle a été déplacée parce que vis-à-vis des enfants, on ne pouvait pas chanter de chansons coquines. Donc, on a remplacé le mot lune par la plume. On a remplacé... Ce qui peut être aussi un symbole sexuel. Voilà. Enfin, moi, il y a toujours eu... je ne sais pas pourquoi, mais j'y vois... Alors, ma chandelle est morte. Évidemment, il y a deux lectures. Ça peut être une bougie qu'on a soufflée, mais le mot chandelle en argot, ça définit un jouet, un sexe, en tout cas. On est bien d'accord. Ce qu'on peut dire, Brigitte, parce que Fabien fait référence à l'histoire, moi quand je fais les stages à la Haute-Catégorie, je fais tout un passage sur la mélothérapie pour aider les gens à mieux se connaître. Il y a un côté connais-toi toi-même. Je trouve que les chansons sont la thérapie des gens qui font pas de thérapie. Vous voyez, Fabien, on peut faire sa thérapie en écoutant 600 fois, 1000 fois, et la réécouter sur Sud Radio tout à l'heure dans sa voiture. Mais je me rends compte que lorsque je fais faire le jeu de la mélothérapie aux gens, il y a quand même un problème générationnel. Il y a des gens, nous, alors les jeunes générations ne vont même pas comprendre, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais quand vous avez des gens de 80 ans, 75, 80, 90 ans, quand je leur dis « Qu'est-ce que t'écoutais, enfant ?» Ben moi je suis très étonné parce que nous on a tous eu tourne-disques, puis après les autres ils ont eu les Walkman, puis alors maintenant n'en parlons même pas avec YouTube. Mais il y a des gens qui me disent, Brigitte, que chez eux, il n'y avait rien pour écouter de la musique quand ils avaient 5 ans, 10 ans, et qu'ils écoutaient ce qui se passait sur une chaîne une radio dans les années 50. Et je suis très étonné, mais il me dit, mais la première fois que je me suis fait mon choix musical à moi, vous voyez Fabien, c'est quand j'ai commencé à avoir 18 ans, parce que les tourne-disques sont arrivés, et là il y a vraiment une césure, Brigitte, avec des générations qui sont très difficilement capables de parler d'une autre chanson que ce qu'on écoutait sur la radio de une chaîne dans les années, et même jusqu'au début des années 60. Je ne sais pas ce qu'en pense Fabien. Alors, cette rupture-là. C'est important de rappeler qu'entre 1960 et 1965, il y a à peu près 18 millions de jeunes en France. Tous ne sont pas équipés, comme vous le disiez très justement Christophe, d'un tourne-disque, d'un TEPAS, peu importe. Et ça va se démocratiser, on va dire, beaucoup plus tard, à partir de 65. C'est ça. Quand on est à Noël entre 60 et 65, c'est ça. On demande des patins roulettes qui deviennent très à la mode à ce moment-là. On demande, mais des tourne-disques, pas encore vraiment. Ouais. Il faudra attendre vraiment après 65, où le tourne-disque va devenir un jouet d'enfant. Donc il y a une transformation de la société. Et donc c'est pour ça que souvent tout le monde, même de la même génération, n'a pas ce luxe, n'a pas eu ce luxe ou ce loisir en tout cas, de pouvoir écouter des chansons à travers leurs propres disques. Pourtant pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des chansons célèbres qui sont qu'on entend dans les films, enfin en tout cas dans les films qui évoquent cette période-là. Oui, alors on a des disques, mais il y a très peu de gens qui sont équipés d'un tourne-disque à la maison à l'après-guerre, dans l'après-guerre. C'est encore ça, c'est encore très très peu. Alors il y a des jukebox dans les cafés qui viennent en tout cas au tourne-disque, que les gens n'ont pas encore les moyens de s'acheter une télé et un tourne-disque. Donc en fait on écoute avec une pièce de 1 franc dans les jukebox et on commence à écouter les chansons qui viennent d'outre-Atlantique, d'outre-Manche ou des chansons françaises traditionnelles. Alors c'est les compagnons de la chanson, c'est Lynn Renaud, c'est des gens comme Édith Piaf, c'est des gens comme Charles Trenet, c'est des gens Brassens, etc. On est encore dans une et il n'y a pas de pochette sur les disques. Il n'y a pas de photo en tout cas sur les pochettes de disques. Il faudra attendre 1955 pour avoir la photo de son chanteur préféré sur la pochette. Aujourd'hui, il suffit de mettre Spotify sur son téléphone et on peut écouter n'importe quelle chanson. C'est extraordinaire. Et tous les concerts du monde en un clic, en une seconde. Et puis la différence, à mon sens, entre nos générations ici dans ce studio et la nouvelle génération des enfants des années 2000, c'est que nous, dans notre enfance, la musique était un loisir. C'est-à-dire qu'on achetait des disques avec de l'argent de poche et on était content, on avait un disque, c'était nos loisirs. Aujourd'hui, et depuis, on va dire, à peu près une grosse 15-20 d'années, c'est devenu un service, la la musique, pardon. Donc on ne veut plus forcément la payer, puisque c'est un service. Pour les chanteurs qui ne font pas de concerts. Très compliqué. Ils ne vendent pas beaucoup de disques. Et même sur les plateformes, ils touchent 0,03, 0,4, 0,5 centimes par passage. Donc il faut déjà avoir 1 milliard pour toucher, on va dire, 400 000 euros. Il faut avoir beaucoup de gens qui écoutent ton morceau sur Spotify ou Deezer. C'est ça qui est intéressant. On va continuer.